Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Konnichiwa. 殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 7 septembre dernier, la police de Hikone dans la préfecture de Shiga arrêtait une lycéenne de 18 ans et son petit ami du même âge employé à mi-temps dans une entreprise de logistique de la ville de Omiyachiman. La raison de cette arrestation ? Une affaire qui aurait pu tourner à un nouveau cas Furuta Junko, petit retour sur les faits. Le 15 août dernier, le couple qui cherchait comment faire de l'argent via des applications de Sugar Ladies découvrait que l'une des camarades de classe de la jeune fille était présente sur une application de rencontre entre lycéens et vieux messieurs et décidait de la contacter pour la faire chanter. D'abord intimidée sur les réseaux sociaux, la paire d'apprentis gangsters finit par la menacer physiquement à la sortie de l'école et exiger d'elle une forte somme d'argent. La victime leur donna 20 000 yens en espèces, environ 125 € dans un premier temps, ne disposant pas de plus, mais très vite, le jeune homme se mit à la frapper à la sortie de l'établissement scolaire et à la menacer de tout dire à ses parents. Le 18 août, la jeune victime voyait un nouveau client et donna à nouveau le prix de sa passe au couple qui la kidnappa pour essayer de lui faire payer une plus forte somme. Enfermée dans un coffre de voiture, elle subira l'enfer pendant 2 jours et 2 nuits avant de réussir à s'enfuir et à tout dire à la police. Passage à tabac, à coups de poing et de barres de fer, brûlures de cigarettes sur le corps et les parties intimes, cheveux enflammés et abus divers, elle vécut un cauchemar intégral et c'est chancelante et au bord de l'évanouissement que la police l'a récupérée. Très vite identifié, le couple infernal a été arrêté et placé en garde à vue où ils n'ont pas tardé à avouer leur forfait. Ils ont été présentés à un juge pour mineurs qui doit maintenant décider du sort à leur réservé. Leur âge fait qu'ils sont considérés comme mineurs aux yeux de la loi, mais aussi responsables de leurs actes en cas de crime, ce qui est le cas ici. Le procureur a d'ores et déjà réclamé un procès et une condamnation pour séquestration, acte de barbarie et viol, et la commission aux mineurs devrait rendre son avis dans les jours qui viennent. La jeune victime, elle, a été prise en charge par une cellule dédiée et reçoit des soins dans une clinique de la ville. Cette sinistre affaire pose une nouvelle fois le problème de la violence de certains jeunes, certes, mais aussi et surtout celui des applications de rencontres entre jeunes, voire très jeunes filles, et des messieurs d'un certain âge. Même si la brigade de protection des mineurs et celle de lutte contre la cybercriminalité disent lutter contre cela, et il est évident qu'ils le font, cela prend 5 minutes pour trouver ce genre de site, et nombre d'applications de rencontres dites classiques ne filtrent pas les annonces de ce genre. Affaire à suivre. C'est un drame absolu et incompréhensible qui s'est déroulé dans la nuit du 5 au 6 septembre 2023 dans la ville d'Oahu, dans la préfecture d'Aichi. À 1h15 du matin, un appel d'urgence avait été passé par un homme visiblement en état de choc et qui disait avoir trouvé son épouse sans connaissance, allongée sur leur lit et baignant dans du liquide vital qui semblait lui appartenir au vu des plaies ouvertes apparentes sur sa poitrine et son cou.
Arrivés sur place, les secours ne purent rien faire pour la malheureuse dont le cœur avait déjà cessé de battre. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. À quelques mètres de la chambre des enfants, celle des 2 filles du couple, l'une de 14 ans et l'autre de 10 ans. Lorsque le père et les secours vinrent s'enquérir de la santé des petites filles, l'aînée se tenait assise sur son hanveton, un ustensile de cuisine tranchant à la main et du liquide rouge sur les avant-bras et l'ustensile de cuisine, les yeux dans le vide. Le père, qui était rentré du travail après 1h du matin, comme c'était souvent le cas, croyait que ses filles dormaient et n'avait pas voulu les alarmer lorsqu'il avait découvert le carnage. Une brigade de police spéciale fut immédiatement appelée en renfort et 2 officiers femmes prirent la jeune fille en charge, lui demandant si c'était elle qui avait tué sa maman. Elle se contenta de dire oui de la tête sans ouvrir la bouche, ce qui est toujours le cas au moment où j'écris ces lignes. Placée en unité spéciale, la jeune meurtrière refuse de parler aux policiers et aux psychiatres et se terre dans un silence glacial. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait eu des disputes répétées avec sa mère depuis quelques semaines et aurait rejoint des forums en ligne pour échanger avec d'autres adolescents en conflits familiaux. Une unité spéciale épluche les échanges qu'elle a pu avoir sur ces plateformes pour tenter de comprendre s'il y a pu y avoir un élément déclencheur à une telle horreur. Pour l'heure, le père et la sœur sont pris en charge par une cellule psychologique de la police et répondent aux questions de la brigade des mineurs. Affaire à suivre. Je vous parle souvent de la récente et formidable brigade de lutte contre la cybercriminalité et de celle non moins admirable de protection de l'enfance, mais s'il y a un regret à avoir, c'est sans doute de ne pas leur voir allouer plus de budget et de pouvoir de la part des autorités. En effet, il arrive souvent que des prédateurs craintifs n'utilisent pas de plateformes spécialisées pour traquer leurs proies innocentes, ou ne passent pas par des forums spécialisés, mais agressent leurs victimes dans la vie de tous les jours, les rendant plus difficiles à arrêter. Connaissant la réticence des Japonais adultes à témoigner, même en cas d'agression ou de viol, je vous laisse imaginer ce que cela peut donner avec des enfants victimes. C'est pourtant grâce à une courageuse petite victime de 11 ans que Furue Koichi, 51 ans, livreur indépendant de Yotsukaido et pédocriminel, a été arrêté par la police pour une agression datant du 27 décembre 2022. La petite fille avait été repérée par le prédateur lors de ses activités professionnelles et il avait utilisé son application de livraison pour connaître son adresse. Il aurait abusé d'elle lors d'une absence de ses parents après une planque devant la maison, filmant ses exactions avec son téléphone. La victime avait parlé de l'agression à sa mère début février suite à des problèmes de santé liés à ce viol, et la mère en avait parlé à la police dans la foulée. Une enquête avait été ouverte visant à déterminer la responsabilité de l'homme et à l'identifier formellement. Il aura fallu 7 mois aux enquêteurs pour confondre le monstre et le placer en garde à vue, puis en détention provisoire. Reconnu par sa victime, la police a pu saisir son téléphone et y a trouvé une centaine de photos et de vidéos de nature pédopornographique montrant plusieurs victimes différentes. L'identification des malheureuses est en cours. L'homme a tout avoué et a demandé la compréhension de la justice car il n'y avait, je cite, « aucune structure prévue pour les gens comme lui qui sont attirés par les enfants. » Oh là là. Il a aussi insisté lourdement sur le fait qu'il ne les avait ni frappés, ni tués. Quelle grande clémence. Il a été mis en examen pour viol aggravé et diverses infractions majeures aux lois de protection de l'enfance et risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Nouveau drame de l'alcoolisme, de l'isolement et du silence coupable des proches à Koshigaya, préfecture de Saitama. C'est au matin du 4 septembre qu'un homme de 49 ans, Hirose Kazu, sans emploi, a appelé le 119, le numéro d'urgence, pour signaler que son père de 78 ans était allongé sans connaissance dans leur maison. À l'arrivée des secours, le vieil homme sera déclaré mort et le fils arrêté par la police devant l'évidence du déchaînement de violence qui avait causé la mort. Les médecins relèveront 21 fractures sur tout le corps du malheureux et des dizaines d'échymoses du fait de violences physiques récentes que le fils ne tardera pas à avouer.
Placé en garde à vue, le meurtrier présumé passera à table et livrera une version confuse de la soirée, parlant de bagarre, chose peu probable étant donné l'état physique du père. C'est la mère, partie chez une parente pour s'éloigner de son fils, qui racontera le cauchemar qu'ils avaient vécu depuis 20 ans et qui recoupe une fois de plus un profil bien connu et dont je parle trop souvent dans mes vidéos, que ce soit dans les dossiers ou les petits satsujin. Sans emploi depuis 25 ans, Hirose vivait au crochet de ses parents protecteurs et discrets à qui il ponctionnait les salaires pour payer ses addictions aux jeux, à l'alcool et aux prostituées, les frappant régulièrement lorsque le porte-monnaie était vide et vendant les biens de ses parents au fur et à mesure. Depuis la retraite de son père, il y a 4 ans, les revenus avaient considérablement baissé et le fils avait redoublé de violence pour le forcer à vendre jusqu'à sa voiture afin de lui donner de l'argent, mais il semblerait que le couple arrivait au bout de ses capacités de financement. Il vivait en appartement de location depuis la vente forcée de la maison familiale, il y a 10 ans, et que le fils, fortement alcoolisé, ait mal vécu cet état de fait, frappant son père à mort une partie de la nuit. Il a été mis en examen pour acte de torture et par ici des risques maintenant 30 ans de prison. Gageons qu'il aura le temps de se désintoxiquer. Affaire à suivre. Le 3 septembre, la police de Kobe arrêtait Oi Takuya, 28 ans, sans emploi pour le meurtre de son père de 64 ans, Shoichi, chauffeur-livreur. C'est la fille aînée de la victime qui avait découvert le corps sans vie de son père vers 22h40 après la violente dispute qui avait opposé ce dernier à son frère. Les deux hommes étaient partis à l'étage et avaient hurlé et fait beaucoup de bruit, vraisemblablement en se battant jusqu'à ce qu'un silence inquiétant ne s'impose. Elle avait découvert son père allongé sur le sol de sa chambre, la poitrine couverte de liquide rouge et vital, et sans connaissance. Son frère était assis à ses côtés, un ustensile de cuisine tranchant et maculé de rouge à la main, ne laissant aucun doute quant à ce qui avait pu se dérouler dans la pièce. Là encore, le fils, inactif et dépensier, vivait au crochet de ses parents et de sa sœur aînée, célibataire et vivant dans la maison familiale. Joueur et alcoolique, il faisait régner la terreur dans la maison sans que personne ne lui dise rien, craignant qu'il ne fricote avec les Yakuza, ce qu'il prétendait, et craignant pour leur réputation. La dispute aurait commencé après une énième demande d'argent pour sortir et aller jouer, et un refus du père qui devait changer sa camionnette à des fins professionnelles et payer sa taxe pro. Déjà passablement ivre, le fils lui aurait décoché un premier coup de poing devant les femmes de la maison, avant que son père ne l'entraîne à l'étage pour discuter entre hommes. L'absence de ce type d'instrument de cuisine à l'étage fait penser aux enquêteurs que le fils l'avait déjà avec lui au moment de monter avec son père, ce qui exclut de fait l'homicide sous le coup de la colère. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention provisoire. Il risque 30 ans de réclusion. Affaire à suivre. Le 1er septembre, les policiers préfectoraux d'Osaka ont eu maille à partir avec un individu des plus étranges dans les rues de Higashi Odogawa et qui a payé son refus d'obtempérer tel que prévu dans le règlement. C'est dans la nuit du 31 au 1er qu'une patrouille avait repéré un individu à vélo qui zigzaguait au milieu de la route, se mettant en danger et mettant en danger les piétons et les automobilistes. Après avoir fait marcher le deux-tons quelques secondes pour lui signifier leur intention de le faire s'arrêter, l'homme avait pédalé de plus belle pour échapper à la police. Mais visiblement ivre, il avait fini par chuter contre un trottoir faisant une roulade sur le bas-côté. À l'approche de l'équipage de police venu voir si tout allait bien et mettre l'homme alcoolisé en dégrisement pour sa sécurité, ce dernier avait sorti un long instrument de boucherie tranchant ainsi qu'une scie à os, en menaçant les agents tout en les insultant. Comme le veut la procédure en tel cas, l'officier avait sorti son arme de service avant de mettre l'individu en joue. Peu impressionné par le calibre 38 du policier, Yamada Yasuhiro, 45 ans, sans emploi, s'était levé d'un bond et avait fait des moulinets avec l'arme blanche en fonçant vers l'officier qui, après les sommations d'usage, lui tira dans la cuisse.
Le jeune policier en binôme avait lui aussi dégainé son arme en renfort et tira aussi en direction de Yamada, le touchant aussi 2 fois au niveau des jambes, mais en surface. L'homme s'écroula après 3 coups de feu sans demander son reste avant de perdre connaissance. Il fut transporté à l'hôpital et en état d'arrestation vers 1h moins le quart du matin. Soigné, ses jours ne sont plus en danger, mais il ne fait pas de doute quant au fait qu'il boitera toute sa vie et se rappellera qu'il vaut mieux obéir à la police lorsque celle-ci vous demande de vous arrêter. En attendant, il risque de boiter en prison pendant les 10 années à venir pour avoir menacé des officiers de police avec une arme. Affaire à suivre. Je ne reviendrai pas sur l'incendie criminel des studios Kyoto Animation dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, mais du procès de son auteur présumé Aoba Shinji qui comparait pour le meurtre de 36 personnes. Comme prévu, la défense joue la carte de la déficience mentale et pousse Aoba à s'exprimer le plus possible et de façon décousue pour appuyer la possible abolition du jugement malgré les dizaines d'expertises qui disent le contraire. S'il reconnaît les faits, le meurtrier présumé n'est pas avare en déclaration du type, je cite, « Je sais que je n'avais pas d'autre choix que de faire ce que j'ai fait, ce n'était que justice. » Parlant encore des vols présumés de ses œuvres par les studios KyoAni et le mépris fantasmé du personnel à son égard depuis des années, l'enquête a démontré qu'il n'en était rien. Alors en fauteuil roulant, depuis les graves blessures qu'il a reçues lors de son attaque, il déclare aussi qu'il n'avait pas prévu qu'autant de gens mourraient et qu'aujourd'hui il pense avoir été, je cite, « un peu excessif ». Il évoque aussi, et de plus en plus, une entité démoniaque qui l'aurait inspiré son geste et dont il n'avait pas vraiment parlé pendant ses premières auditions. Le petit numéro, bien orchestré par ses avocats, réussit parfois et sème le doute parmi les spectateurs nombreux du procès, dont certains pensent qu'il n'est peut-être pas responsable de ses actes. Autre angle de défense, celui de la structure du bâtiment qui aurait été, d'après les avocats de la défense, le principal tueur dans cette attaque. Malgré une mise aux normes récente, ils arguent que la configuration des couloirs et des escaliers ne permettait pas l'évacuation du personnel dans un temps raisonnable et que même si leur client a bien mis le feu à l'immeuble, il n'y aurait eu aucune victime dans un bâtiment mieux conçu. Un élément inédit et qui risque de peser dans la balance de l'accusation a également été présenté par le procureur, celui de la découverte par la police d'un projet d'attaque sans rapport avec les studios d'animation de Kyoto. En effet, le 18 juin 2019, soit un mois avant l'incendie, Aoba avait prévu d'attaquer les usagers de la station de Omiya, à Saitama, et avait même fait des repérages et acheté 6 instruments de cuisine tranchants pour ce faire. Il aurait abandonné son projet en chemin, craignant de se faire abattre par la police pendant son attaque. Ceci met un coup de projecteur sur les intentions premières de Aoba qui apparaîtrait non plus comme un auteur spolié qui voulait se venger de la méchante firme toute puissante, mais plutôt comme un homme qui voulait juste en tuer d'autres, peu importe le lieu et la façon. Les experts et les témoins vont se succéder à la barre jusqu'au 25 janvier 2024, date de la fin des débats. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce procès connaît un succès sans précédent, puisque ce sont plus de 500 personnes qui se massent devant le tribunal en espérant pouvoir rentrer et assister au débat. Parmi cette foule, on trouve beaucoup de fans des studios d'animation et l'appel à la vengeance plus qu'à la justice se fait régulièrement entendre. Affaire à suivre. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, que de boissons soif méditatif dont je fus, scandèrent cette locution lettrée du divin Musset pour justifier un pauvre gobelet en matière plastique, afin de s'enfiler un ruinard tiède stocké dans son coffre au cas où, je sais ça sent le vécu, et travailler un peu sa coupe rose et sa cirrhose en bonne compagnie. Même si ce vieil Alfred nous parlait d'amour et pas de jaja,
J'y vois là une occasion rêvée de vous parler de l'un des plus gros flops des alcooliers japonais et des conséquences parfois drôles et parfois moins que cette idée bizarre ont engendré. Mais avant, laissez-moi vous faire un petit tour d'horizon succinct du marché picolier nippon. Si la bière se taille une belle part dans la vente d'alcool du quotidien, surtout chez ces messieurs chérissant les designs directs et sans ambiguïté sur la nature du produit, certains alcools plus légers et fruités, les Tsuhai, mélange de soda et d'alcool, connaissent eux une ascension fulgurante depuis une trentaine d'années, arborant des couleurs chatoyantes ou pastel pour séduire la clientèle visée, celle des femmes. Le taux affiché étant de quelques degrés, souvent 4, 4,5, des versions plus viriles, 9 ou 10 degrés, ont été créées pour les bonhommes qui aiment le machin mais ne veulent tout de même pas boire une boisson de fille, faut pas pousser mémé, hein. Dans un coin de l'étagère de votre dépanneur de quartier, vous trouverez quelques highballs et autres mélanges improbables de bibines et de fruits, et des liqueurs exotiques, sucrées et souvent vomitives. Bien en évidence, les Nihonshu, nectar des dieux, réservés à une élite, oui de rouge, faites-vous plaisir, merveilles de riz brassé, et les shochu, délices distillés de céréales diverses ou de patates douces qui peuvent être brutaux quand même, hein, méfiez-vous. Puis, en bas, l'éthanol à clodo, le kérosène à pochetron, bidon d'un, 2, 4, 5 ou 10 litres sous forme de mauvais shochu, sorte de vodka local. Alors je dis vodka pour simplifier, le process est le même, probablement distillé avec des pneus de tracteur ou de whisky issu directement des alambics du diable. Si vous vous retournez, vous verrez sûrement une grande armoire réfrigérée, pleine de boissons sans alcool et rafraîchissantes, dans laquelle les nombreuses variétés de thé prennent une place de choix. Depuis des générations, les graphistes confient leur sacro-sainte charte à leur descendance au cours d'un rituel mystique et mystérieux, digne des Rose-Croix, et les vaches sont bien gardées, la bibine ressemble à de la bibine et la boisson à de la boisson. Alors certes, quelques punks du marketing catastrophique ont bien tenté de faire passer les vessies pour du sauterne, mais l'expérience s'est bien souvent terminée dans la fosse commune du mépris populaire. Car au risque de me répéter comme un adjudant à une carrée de Bleu-Bit, le Japon aime que les choses soient identifiables, classées et sans surprise. Mais, car il y a toujours un mais arrivé à ce stade de l'histoire, on trouve toujours des poissons volants dans l'océan qui, comme disait l'autre, ne représentent pas la majorité de l'espèce, mais ont le mérite d'exister et d'exciter notre curiosité, même si dans mon cas ils exciteraient plutôt mon palais puisque je les trouve délicieux, mais ça c'est une autre histoire. Sapporo, en plus d'être le blaze de la riante capitale de Hokkaido, est aussi le nom d'un fabricant de boissons, thé, soda, café, jus, bières et boissons alcoolisées de tout poil. Auréolé d'une réputation de prestige méritée sur certaines boissons vertes et théinées ou pas, le brasseur fabricant du Nord a toujours su mettre en avant le travail des artisans et faire appel à l'imaginaire populaire quant à la qualité réelle ou supposée de ses produits, utilisant les codes visuels adéquats et sachant choisir ses collaborations. Alors oui, lorsque l'on a la pépille et attrape une bouteille de thé Pokka Sapporo dans une armoire réfrigérée de dépanneur ou dans un distributeur automatique, on sait ce qu'on va boire et ça fait bien plaisir parce que l'inconnu l'a découvert tout ça, non merci. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil et j'ai dit à ma poupée « Faut te secouer, j'ai une soif de bagnard ». C'est certainement à peu de choses près ce qu'a dû dire un habitant de Yokohama à sa douce un jour de grande chaleur. S'exécutant, comme le font toutes les épouses dignes de ce nom, alors pour les insultes, vous avez l'espace commentaire et une adresse mail. Non. La brave femme fit le plein de boissons fraîches et ramena même avec fierté cette petite bouteille verte et charmante, nouveauté matcha rafraîchissant de chez Sapporo, maison sérieuse s'il en est. Le brave homme, le gosier sec comme le cœur de mon ex-femme, attrapa une bouteille dans le réfrigérateur et l'avala d'un trait, avant d'ouvrir grand les yeux et d'avoir le cœur prenant conscience assez brutalement de ce qu'il venait d'avaler et s'asseyant illico là où il put pour des raisons que nous allons détailler. Ce phénomène se reproduisit à travers tout le pays et dans une centaine d'endroits, y compris chez des enfants.
Mais quel est donc ce maléfice, me direz-vous, si vous n'avez vraiment aucune imagination? Eh bien voilà. Un génie du marketing, comme il n'en existe plus, s'est dit que créer un nouvel alcool de prestige serait du plus bel effet dans le catalogue de la marque, et jouant sur le retour en grâce du matcha de terroir, a eu la bonne idée de confectionner une liqueur de thé vert à 20 degrés, qu'il a eu la brillante idée de conditionner dans une petite bouteille de la taille d'une bouteille de thé classique, avec le visuel d'une bouteille de thé classique et les couleurs en conséquence. Bien sûr, pour celui qui est aux aguets, en alerte permanente, une indication boisson alcoolisée est disponible en bas de la bouteille, mais qui lit les petits caractères sur l'étiquette. Malgré les petits soucis rencontrés par certains et les plaintes d'associations de parents, le produit est toujours commercialisé, alors si vous êtes au Japon, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Ah, parce que c'est vraiment très mauvais, me dit-on dans mon oreillette imaginaire. Soit. Moralité... vert, thé vert. Allez, salut. Voilà, cette 80e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, je voulais remercier mes chers tipeurs, Sébastien, Hello, Pistache2A, Lison, Geoffrey et le tipeur anonyme, grâce à qui la chaîne reçoit une petite aide supplémentaire et très utile, de une soixantaine d'euros par mois à peu près en ce moment. Alors si vous aussi vous en avez les moyens et l'envie, c'est important l'envie, n'hésitez pas à les rejoindre pour soutenir mon travail quasiment plus rémunéré par YouTube, au moins comme ça c'est clair. En fait, si vous êtes 100 sur 39 000, car oui, nous sommes 39 000, ça c'est cool, bien au moins 100 à m'aider, pour l'instant vous n'êtes que 6, et bien je pourrais à nouveau me consacrer à plein temps à la chaîne, et peut-être vous proposer plus de contenu, plus de gros dossiers, vous m'en réclamez souvent. Voilà, en attendant, je vous incite fortement à vous abonner, vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes contenus sans être abonné, ce qui, avouons-le, est quand même pas très correct, hein. À mettre un petit pouce et un commentaire sous la vidéo pour flatter l'ego soupolé des YouTube et à partager autour de vous, auprès de vos amis, si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à aller souscrire à l'abonnement découverte de mon partenaire Nextory, c'est la deuxième fois que je vous en parle, mais c'est très important, c'est sans engagement, mais ça me procure une petite rémunération, même si vous ne souscrivez pas après la fin de la période d'essai, ça ne vous coûte rien. C'est encore une vraie aide, ça ne vous coûte pas un centime, ça va vous coûter 5 minutes à peu près, et puis ensuite vous pourrez bénéficier des milliers, des dizaines de milliers de titres à lire gratuitement pendant 3 mois. Ensuite vous pouvez vous abonner ou pas, en attendant, en ayant cliqué sur cette offre découverte, vous offrez une rémunération à la chaîne qui n'est pas négligeable. Pour l'instant, vous êtes 8 à l'avoir fait, sur environ 200 000 personnes qui ont vu les vidéos sponsorisées par Nextory. Voilà pourquoi j'ai repris un travail salarié et que je ne compte que très peu sur les partenariats. En tout cas, dans ces conditions-là, je vous y incite, s'il vous plaît, c'est très important. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me laisser un super thanks, le petit cœur qui est sous la vidéo, rejoindre l'unité Satsujin toujours sous la vidéo, me faire un don régulier ou unique via PayPal, le lien est en description, et encore merci aux 3 personnes qui le font, et vraiment merci à vous, Solène, Gladys et Corinne. Voilà, toutes les 3, vous m'apportez, oui c'est vrai que ce sont 3 femmes, vous m'apportez environ 12 euros supplémentaires par mois, qui a ajouté aux 60 euros de Tipeee me fait une somme qui me permettra de vivre tranquillement. Mais vraiment, c'est très gentil à vous, c'est très important. Alors, si vous en avez les moyens, un don PayPal mensuel ou un don PayPal unique d'1 euro, 2 euros. Je me répète, je sais, mais je vous le confirme, la chaîne est véritablement en danger de par la grande précarité financière. En 2 ans, je suis arrivé à passer d'un statut de quelqu'un qui vivait très bien à Tokyo, avec sa famille, un grand appartement, à quelqu'un qui survit en France dans un petit appartement en dessous du SMIC. Voilà, je me suis assez plaint. Ça suffit, je vous conseille d'aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les t-shirts exclusifs et sérigraphiés de la chaîne et d'autres petites choses, mais aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter X, j'aime bien Twitter X, Instagram et Facebook, j'y suis assez présent, et ils parlent de l'actualité de la chaîne, je raconte des bêtises, je fais des choses, enfin voilà. Enfin, vous pouvez me retrouver, et vous devez me retrouver tous les jeudis soirs à 20 h sur Twitch, le lien de la chaîne est en description.
Allez, je vous quitte, je dois aller demander un petit emprunt public, là, dans la rue, juste à côté. Non, je rigole. Hey camarade, t'as pas 100 balles 100 balles. Enfoiré, ouais. Matane